Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Preuve par Trois, au moment où la gauche, on le voit, vit un moment tendu et même survolté. Monsieur Le Guen, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Un moment survolté autour de la loi Macron. Le gouvernement donc a dû se résoudre à utiliser l'article 49.3 pour que la loi pour la croissance et l'économie ne soit pas repoussée. C'était votre crainte au dernier pointage. Alors qu'est-ce que cela augure pour la suite du quinquennat? Est-ce la fin de tout texte d'importance? Quels sont les contours de la majorité, si elle existe encore? Le PS au pouvoir va-t-il continuer à se déchirer en public sans attendre le congrès du mois de juin? Voilà beaucoup de questions, Jean-Marie Le Guen, que nous allons vous poser avec Catel Prigent de l'agence France Presse, notre partenaire comme chaque semaine avec Dailymotion, et avec Perrine Tarnot de Public Sénat. Donc le 49.3, le gouvernement fragilisé va engager sa responsabilité dans un climat qui a ressemblé ce mardi, on peut le dire, un mouvement de panique. Est-ce que les frondeurs qui nous vous ont laissé comme seule arme qu'un passage en force ne sont pas les vainqueurs? Est-ce que ce n'est pas votre échec? Non, écoutez, je ne me reconnais pas vraiment dans cette description et je ne crois pas qu'elle correspond à la situation. Nous avons des moyens que la Constitution nous donne pour faire passer des textes. Il y a eu autour de ce texte un travail extraordinaire qui a été fait depuis maintenant un mois. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Plus de 2 semaines de travail en commission, plus de 90 heures de travail en séance qui a repris le travail de commission. Plus de 1000 amendements ont été adoptés sur ce texte, donc un travail parlementaire tout à fait exceptionnel. Bon, mais après, on s'intéresse à l'acte final. L'acte final, il était de savoir, alors que tous les articles ont été adoptés les uns après les autres, positivement, pendant toutes ces semaines. Donc la question était de savoir à un moment ou à un autre, à partir du moment où venaient se coaguler un petit peu des hésitations, des questions d'un certain nombre de membres de la majorité, est-ce que nous pouvions prendre le moindre risque sur ce texte? Donc nous avons décidé que non, et puis il nous faut aller plus vite, plus fort, plus clairement les choses, voilà. Ce texte a été travaillé pendant des semaines au Parlement, on le présente, on le vote. Et ça n'est pas un échec alors, justement, ce texte a été travaillé avec un ministre. C'est une loi qui est positive pour l'économie française, pour les Français, dans leur vie quotidienne, pour ces jeunes, permis de conduire, pour tous ceux qui veulent prendre des cars entre une ville et une autre. On prenait l'exemple, par exemple, entre Rennes et Caen, vous êtes obligé de repasser par... Non mais d'accord, mais c'est la vie des Français, ça. Le reste, c'est de la politique aigrie qui a un intérêt pas forcément considérable. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous redoutez maintenant que des voix de gauche rejoignent la droite lors du vote de la motion de censure? Non, je ne le redoute pas, je ne le crois pas, je ne l'imagine pas. Voilà, simplement, c'est vrai, vous avez raison de dire que face à une droite qui avait une attitude très sectaire sur ce texte, alors que c'est un texte qui est quand même commenté un peu à droite et à gauche comme un texte d'intérêt général, qui faisait des avancées concrètes dans la vie quotidienne des Français. C'est tout pour plaire à la droite. Non, pas du tout. Il y a des avancées sociales tout à fait considérables. Je vous donnerai le dernier exemple, qui a mérité d'ailleurs un communiqué de la Fédération CGT des transports, qui parlait d'une avancée considérable, révolutionnaire, disait-elle, sur le fait que les transporteurs, les conducteurs étrangers, lorsqu'ils seraient sur le territoire français, seraient payés au SMIC et non pas avec des salaires qui sont ceux de l'Europe de l'Est, etc. Par exemple. Donc ce sont des avancées très concrètes, dans le sens de l'intérêt des salariés. On parle du travail du dimanche. Ce sont les salariés du dimanche qui vont pouvoir profiter d'une augmentation de leur... Vous avez été intransigeant, vous n'avez pas écouté nos propositions de compensation. Non, ce n'est pas exact. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais c'est ce qu'ils disent d'une façon un petit peu formelle, j'allais dire. Je crois qu'ils avaient décidé, pour des raisons qui sont celles de leur posture politique, de ne pas, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs, parce que, vous savez, ceux qui étaient les principaux rapporteurs de ce texte sur les questions d'ailleurs très sensibles, du droit du travail, sur les questions du dimanche, étaient des personnes qui venaient justement plutôt des milieux un peu contestataires du groupe socialiste. Donc, je pense que si des gens n'ont pas été à l'écoute, c'est pas le gouvernement qui a intégré plein d'amendements, c'est plutôt des gens qui sont sur une posture un peu extérieure au travail parlementaire. La posture, vous parlez de la posture de l'aile gauche du PS, la posture des frondeurs, parce que vous n'allez pas les radicaliser
hein, au lieu de les amadouer avec ce passage Écoutez, en force? je pense qu'ils n'ont pas spécialement envie d'être amadoués. Je pense qu'ils sont dans une position que je pense un petit peu irresponsable. Et quand je dis un petit peu, c'est peut-être un euphémisme. Ils sont quoi, puisqu'ils franchement? étaient Ils prêts. sont totalement irresponsables. Non, c'est simplement, je ne comprends pas que dans les circonstances actuelles et devant ce texte qui est un bon texte, je n'ai aucun problème pour dire, et personne n'a de problème pour défendre que ce texte est un texte équilibré pour la société française, qui fait des avancées concrètes, voire des gens qui, parce qu'ils sont plus à gauche que ce texte, s'allient avec la droite pour le faire tomber, pour mettre le gouvernement en difficulté aujourd'hui, alors que l'extrême droite a une certaine dynamique dans ce pays. La droite ne pense qu'à prendre sa revanche, qu'à faire tomber par n'importe quel moyen le gouvernement, quel que soit le fait qu'elle n'ait pas de politique alternative. Eh bien, malgré tout ça, se retrouver et prêter le flanc à des jeux tactiques de ce côté-là, c'est ce que nous n'avons pas voulu. Le gouvernement avance. Ce texte de loi va le être... gouvernement est en difficulté, vous le reconnaissez. Non, vous l'avez dit là. Non, certains voulaient mettre en difficulté le gouvernement. Le gouvernement n'y est pas, il s'en sort par cette volonté très claire d'agir plus vite et plus fort dans le sens du changement pour les Français. On oublie un instant. C'est pas parce que certains veulent nous mettre en difficulté que nous sommes en difficulté. Alors on oublie un instant les frondeurs, on parle de Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, lui considère qu'il n'y a plus aujourd'hui ni gouvernement ni majorité. Que lui répondez-vous? Tout ça, c'est de la politique aérie. Il aurait peut-être dû réfléchir à deux fois avant de revenir à la présidence de l'UMP, si la présidence de l'UMP l'amène à prendre des positions qui sont des commentaires de bas étage. Un commentaire de bas étage, dire qu'il n'y a plus de majorité. Mais bien sûr, on verra bien si la majorité, lui, qu'il propose, alternative, il y en a une. On le verra, il y a une motion de censure, on verra qui rallie sa motion de censure. Comment est-ce que vous alors appréciez une autre déclaration il y a quelques instants, Marine Le Pen qui estime que Manuel Valls n'a plus que solution aujourd'hui que de démissionner et de dissoudre l'Assemblée? Je pense qu'il y a un tout petit peu d'exagération dans tous ces commentaires, pas simplement celle de Mme Le Pen, mais aussi de M. Sarkozy. Je ne pense pas que c'est... Franchement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ce qui intéresse les Français... Oui, mais c'est là, devant nous. Non, c'est pas les propositions, enfin c'est pas plus exactement les commentaires de Nicolas Sarkozy, de Mme Le Pen sur y a-t-il une majorité? Il y a un gouvernement, il y a des institutions qui sont celles de la Ve République. Il y a une motion de censure, c'est le droit de l'opposition. Est-ce que l'opposition sera majoritaire? Est-ce qu'elle a un projet alternatif? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire au plan sur l'économie, sur l'éducation? On verra bien. Vraisemblablement, malheureusement, on a pu voir ces derniers temps que lorsque M. Sarkozy essayait de se faire entendre, y compris dans son propre parti, il n'y arrivait pas. Donc, est-ce qu'il peut, lui, nous donner des leçons d'autorité? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il ne... je crois que ces commentaires donc, sont du domaine de la politique politicienne et que ce n'est pas le sujet. Il faut essayer de se hausser à ce fameux esprit du 11 janvier. Je reconnais en l'occurrence qu'à gauche aussi, certains veulent nous tirer vers le bas. Mais nous n'avons pas l'intention. Nous avons décidé de prendre une procédure qui permet d'accélérer l'adoption de mesures qui sont susceptibles de libérer l'économie, de favoriser la vie des Français, eh bien, nous le faisons. Et peu importe les commentaires. D'accord. Alors, je vais vous en livrer un autre de commentaire. Tiens, c'est François Hollande, mais attention, en 2006, il était premier secrétaire du PS, et à l'époque, c'est la dernière fois d'ailleurs, que le 49.3 a été utilisé par Dominique de Villepin pour faire passer, c'était le contrat première embauche. Et qu'avait dit François Hollande à l'époque, c'est un déni de démocratie. C'est ce que dit d'ailleurs aujourd'hui certains, par exemple Emmanuel Cos d'Europe Écologie Les Verts. Alors donc c'est un déni de démocratie alors, justement, est-ce que, pour faire passer cette loi? Non, c'est pas ça. Ce qui était le déni de démocratie du CPE, c'est que le texte n'avait pas été discuté. Là, nous sommes devant un texte avec plus de 1000 amendements qui ont été acceptés par le Parlement. Le Parlement a joué fondamentalement son rôle. C'est au moment du vote définitif. Tous les articles ont été votés. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il fallait rester dans l'incertitude au moment du vote définitif, alors que article par article, tout avait été. Est-ce qu'il fallait prendre plus de temps? Est-ce qu'il fallait revenir en arrière? Non, nous avons décidé d'aller en avant. Et donc, c'est ce que nous faisons avec cette procédure, qui est une procédure constitutionnelle de la Ve République. Combattue toujours par la gauche quand elle est dans l'opposition. La gauche a souvent combattu... Toujours. Non, pas toujours. Bon, après, si vous voulez me faire dire que c'est plutôt classique dans l'opposition de critiquer telle ou telle procédure parlementaire, je vous le reconnais bien volontiers. Dites-moi. C'est pas simplement, je pense que les circonstances actuelles ne peuvent pas faire que les responsables politiques se limitent à ce niveau-là. J'entends que l'opposition critique, oui, cette procédure n'est pas la procédure idéale.
Peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire? Est-ce qu'ils veulent bien se hausser au niveau auquel on prétend, nous, faire avancer la politique en faisant avancer l'économie de notre pays? Faire avancer, comment vous allez faire maintenant? Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser très fréquemment l'article 49.3. Il n'y aura plus de grandes réformes, sachant qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour les réformes, on va dire, libérales, quoi, sur le cap économique fixé par le gouvernement. Il n'y a plus de majorité. D'abord, ce n'est pas des réformes libérales. Non, mais d'accord, sur le cap économique, alors. Mais pas du tout. Là, l'inconvénient de cette réforme, elle a plusieurs inconvénients. D'abord, elle est à quelques semaines d'élections cantonales, elle est à quelques mois d'un congrès ou de différents congrès d'organisations politiques, et elle touchait à plein de sujets très différents qui pouvaient créer des petites poches de résistance sur chaque sujet, chacun voyant midi à sa porte. Alors dans l'approche de ce texte. Non, c'est nécessaire de toucher à tous ces verrous, mais c'était difficile. Oui. C'était difficile. Une prise de risque alors. Bien sûr qu'il y a une prise de risque. Si on avait pris article par article, si on avait fait 20 lois au lieu d'en faire une seule, chacune serait passée. Mais nous avons pensé que pour aller plus vite, il fallait une loi qui rassemble sur une idée, sur une cohérence qui était de libérer l'économie et de donner des avancées sociales possibles sur des sujets de la vie quotidienne. Nous avons décidé d'accélérer. Voilà notre but. La cohérence, c'est l'accélération de la libération de notre économie, de sa simplification et d'une amélioration des conditions de vie quotidienne. Vous l'avez dit il y a un instant, Jean-Marie Le Guen, vous avez donc dans votre majorité, enfin dans votre majorité, ou à côté, en dehors de votre majorité, des frondeurs qui adoptent une posture irresponsable. Est-ce que pour vous, le moment est venu de réfléchir à une autre majorité présidentielle? Non, la majorité, elle va s'affirmer. J'allais dire, dans ce texte, s'il y avait une autre majorité que la majorité actuelle, elle se serait exprimée, ou elle s'exprimerait dans 2 jours. Nous avons une majorité. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent à un moment ou à un autre se soustraire sur un texte donné que ça change. C'est comme ça qu'on perd sa majorité. Oui, mais peut-être, mais nous n'avons pas perdu notre majorité. La preuve, c'est que ce texte va passer. Vous avez eu peur de la perdre? Non, nous pensions que sur un texte positif, sur un texte déterminé, à un moment déterminé, il pouvait y avoir une sorte d'évaporation, d'instabilité. D'ailleurs, je vais vous dire très sincèrement, moi je pense que ce texte serait passé. Simplement, nous, bien sûr, mais nous n'avons pas le droit de prendre le risque, le moindre risque. Et comme nous n'avions pas une certitude, parce qu'il y avait des gens qui verbalement contestaient, peut-être dans l'idée de revenir sur tel ou tel point, etc., nous étions obligés de mettre un terme d'un certain point de vue à des surenchères, à des postures, et d'avancer clairement. Mais je pense que ce texte aurait été majoritaire. Alors on ne le saura jamais. Mais en tous les cas, Jean-Luc Mélenchon a été reçu à l'Élysée. Quelle coïncidence, ce mardi, en sortant sur le trottoir, il a dit que c'était l'occasion de réaffirmer qu'il fallait une recomposition de la gauche, d'une gauche à côté du Parti socialiste, contre le Parti socialiste. On voit dans la société, y compris ce projet de loi d'ailleurs, est-ce qu'on a vu un mouvement social ? Est-ce qu'on a vu, on nous dit, si j'entendais Jean-Luc Mélenchon, d'autres, y compris parfois certains au Parti socialiste, nous disent « Oh là là, c'est une grande question sociale, etc. » On a vu des organisations syndicales mobilisées dans des cortèges, rien. Rien. Quelques déclarations ici ou là, mais il n'y a pas de mouvement social. Bon, deuxièmement, on a eu des élections là, qui sont des choses quand même en situation réelle, dans le Doubs. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, les idées, il ne manque pas de les illustrer par des critiques nombreuses, radicales. Est-ce qu'elles ont été entendues? Non. Qui l'a emporté? Le candidat socialiste au premier tour, très largement, alors que nous étions dans une situation de très grand risque pour la gauche de ne pas être présent au deuxième tour, M. Mélenchon a présenté un candidat qui a fait 2 à 3%, c'est-à-dire rien en termes de crédibilité, mais par contre, un risque réel de ne pas qualifier le candidat socialiste. Malgré tout, les électeurs de gauche ont fait le choix de qualifier pour le second tour. Et au second tour, nous l'avons emporté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, quelle est l'alternative au Parti socialiste aujourd'hui ? Eh bien, malheureusement, c'est la montée de l'extrême droite et d'une droite autoritaire. Alors, comment vous allez face à cela, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon le comprenne, qu'il regarde bien ce qui se passe dans la société, qu'il arrête de se croire en Grèce, à Athènes, sur le Parthénon, en train de parler aux muses, et qu'il regarde la vérité de ce que pensent aujourd'hui nos compatriotes. Nos compatriotes, ils se posent des questions économiques et sociales sur le chômage, et ils ont raison. Mais les solutions que propose Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses amis, voire certains au Parti socialiste, ne sont pas
celles qui sont portées par les salariés français. Et nous pensons au contraire, malgré les difficultés, que nous allons trouver des solutions. Et puis il y a tous les autres sujets, qui sont ceux de la République, qui sont ceux de la sécurité, qui sont ceux de la paix et de la coopération, de la construction européenne, quand on voit comment ce n'est pas simplement la France, mais l'Europe qui est aujourd'hui attaquée. Et sur tous ces sujets-là, il est temps que la gauche se rassemble, parce que c'est l'avenir de la République qui est en jeu. Alors, l'argument, notamment de la réforme nécessaire, n'est pas le seul que Manuel Valls a utilisé. Et d'ailleurs, comme vous, Jean-Marie Le Guen, le Premier ministre, avait également mis en avant l'esprit du 11 janvier. Vous l'avez fait il y a quelques instants pour demander donc que les petites querelles passent au second plan. Alors, était-ce opportun? Qu'a-t-elle pris? Jean va vous interroger après ce reportage de Louis Sibyl. C'était une semaine après les attentats. L'Assemblée nationale se levait d'un seul rang et chantait la Marseillaise d'une seule voix. On promettait de ne plus faire de la politique comme avant. Un mois plus tard, c'est de nouveau la cacophonie. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien. La loi Macron sera en fait la première loi de désunion nationale. L'esprit du 11 janvier ne sera pas passé par là. L'arène politique a repris tous ses droits jusqu'à l'utilisation du 49.3. Pour éviter le camouflet, le Premier ministre n'avait pas hésité non plus à rappeler les attentats, quitte à jouer sur des peurs. Je trouvais il y a quelques jours au fond que l'esprit du 11 janvier, parce que c'est ainsi, le débat politique, l'actualité... il s'était effacé. Il était en train de s'effacer. On voulait vite nous faire tourner la page. Non, la menace, elle est là. La fracture est bien consommée au sein même de la majorité. Les frondeurs socialistes ont fait entendre leur voix. Leur chef de file, Benoît Hamon, avait clairement appelé à voter non. Personne n'a manqué à l'appel de l'unité nationale. Et si on devait à chaque fois utiliser cet argument du terrorisme, alors à ce moment-là, tout l'hémicycle devrait voter toutes les lois. Je ne vois pas ce que la menace terroriste a à voir avec la libéralisation des autocars et la privatisation des aéroports de Lyon et de Nice. L'unité nationale, un argument d'autorité qui ne passe définitivement plus auprès des parlementaires. Il faut arrêter de se foutre du monde avec l'unité nationale. L'unité nationale, c'est dans le combat contre le terrorisme. C'est certainement pas dans les mesures économiques d'un gouvernement qui ne fait qu'exploser le chômage et la dette de la France, ruiner les entreprises, rendre difficile la vie des familles. L'image de François Hollande à la tête du cortège international semble un peu loin. Les derniers sondages marquent la fin de l'état de grâce pour l'exécutif. Après un gain de popularité spectaculaire, François Hollande perd 4 points et descend à 30% d'opinion favorable. De même pour Manuel Valls qui perd 2 points pour 42% d'opinion favorable. Ce tassement-là, d'une certaine manière, il pouvait être prévisible. Il traduit moins un nouveau désaveu qu'un retour à des rapports de force politiques plus traditionnels. Certains prédisaient la fin de l'Union nationale pour les élections départementales de fin mars. Force est de constater que plus personne ne fait souffler l'esprit du 11 janvier, si ce n'est peut-être l'exécutif. Voilà, Catel Prigent de l'AFP est avec nous. Bonsoir Catel. Vos questions à Jean-Marie Le Guen. Alors, est-ce que, comme on vient de le voir dans le sujet, l'esprit national du 11 janvier n'est plus? Écoutez, soyons très, très objectifs. Nous essayons, au niveau du gouvernement et d'une très grande majorité des parlementaires socialistes, mais je crois aussi de nombre de parlementaires, pas simplement de gauche, d'être à la hauteur de la situation et donc de répondre en essayant de dépasser les sectarismes, les visions petites. Et puis, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire non plus, il y a présent dans le débat politique, parfois dans les commentaires d'ailleurs, un certain nombre de forces qui nous ramènent à des choses, j'allais dire, plus petites, plus classiques et qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'attendent nos compatriotes. Voilà. Je dirais, il y a toujours la volonté de poursuivre, en tout cas du côté de l'exécutif, du côté du gouvernement, du côté du président de la République, de prendre les choses à une certaine hauteur. Et il y a des forces qui essayent de revenir à des petites chicayas. Est-ce que comme on l'a aussi entendu dans le sujet, en appeler à l'esprit du 11 janvier pour une réforme économique et sociale, c'était pas un peu un mélange des genres qui a pu crisper? Vous avez raison. Non, il faut être clair là-dessus. Traiter peut-être le flanc au soupçon d'orchestration. Non, d'instrumentalisation. Voilà. Non, mais justement, soyons très attentifs à ça. Non, ce que nous demande l'esprit du 11 janvier, c'est de nous mettre à une certaine hauteur. C'est-à-dire de ne pas marquer, de ne pas oublier des différences qu'il peut y avoir entre nous. Mais de ne pas exacerber ces différences au moment où on a besoin d'unité
d'autorité. On peut marquer des différences, je le comprends. Je comprends qu'une partie des parlementaires de droite ait décidé, parce qu'ils sont... paraît-il maintenant, pour aller beaucoup plus loin, aller vers la suppression des 35 heures, etc. Bon, ça, c'est des positions politiques qui sont, à mon avis, très radicales, mais qui sont exprimées. D'autres qui disent que ce texte était plus capable de faire des avancées concrètes, parfois limitées, disaient certains parlementaires de droite, mais des avancées concrètes, se sont mis à la hauteur et ont dit, eh bien, soit nous voterons pour, soit nous nous abstenons. D'autres à gauche avaient des aspirations sociales beaucoup plus fortes. Mais regarde aussi que dans le contexte là, ce texte était parfaitement équilibré, positif, avec plein d'avancées sérieuses pour un certain nombre de parlementaires. Et qui disent, bon bah, tous mes espoirs ne sont pas dans ce texte, mais je considère que ce texte va dans le bon sens. Et puis il y en a d'autres qui sont sur d'autres arrière-pensées, qui sont sur d'autres postures, et qui ne comprennent pas le besoin, en tout cas quand on est de gauche, d'être clairement au gouvernement, de gouverner la France, d'assumer les responsabilités, et d'envoyer un message d'autorité, j'ose le terme, d'unité nationale et de volonté de rassembler sur une politique qui fait avancer le pays. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être aussi l'approche des élections départementales qui a joué pour ce refus de voter la loi Macron. Comment ça va se jouer pour vous les élections départementales? Parce qu'on le voit bien aussi, là aussi, votre majorité est en train de s'éparpiller. Les écologistes se rapprochent du front de gauche en grande majorité. On sent que le PS est en difficulté. Comment vous voyez ces élections? Vous avez... Bon, d'abord, on verra bien ce qu'elles sont. Et nous les voyons avec la volonté d'assumer avec fierté l'action du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, l'action qui est menée et qui est conduite pour le redressement national, pour le redressement de la France et pour la sauvegarde de la République. Bien. Donc nous sommes vraiment tout à fait dans un esprit combatif. Maintenant, vous avez raison, je constate avec vous que ça a été noté dans plus de 500 cantons. Il y a une telle division de la gauche au premier tour, alors que nous pensons très sincèrement que le Parti socialiste notamment a fait des propositions d'ouverture, ne négligeant pas du tout les désaccords, mais simplement, vous savez, puisqu'on ne va pas voter pour une personne, mais pour deux, pour un couple, on pourrait dire, ben voilà. Là, on pourrait mettre un socialiste, puis là, un écologiste ou un communiste ou un Monsieur Mélenchon. Bon. Et de rassembler la gauche en respectant les divergences. Vous faites un appel à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Je fais un appel à toute la gauche à se rassembler. Maintenant, c'est un peu tard, puisque les candidatures ont été déposées. Je constate que, pour donner un chiffre à vos téléspectateurs, sur ces 500 cantons, il y en a au moins une centaine où si la gauche avait été présente au deuxième tour, vous savez qu'au plan technique, excusez, c'est un peu compliqué, mais il faut faire au moins 12,5 des inscrits pour pouvoir se maintenir. Eh bien, dans plus d'une centaine de ces 500 cantons, le candidat qui l'aurait emporté si la gauche avait été présente au deuxième tour, ça aurait été un candidat de gauche. Donc, par notre propre division, c'est pas 100 cantons pour le Parti socialiste. C'est 100 cantons pour la gauche, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des élus communistes, des élus verts, et des élus socialistes ou des élus radicaux qui auraient été élus. Mais le sectarisme dans lequel on est aboutit... Le sectarisme de cette gauche radicale qui aujourd'hui... Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, un de vos partenaires les 2 premières années du quinquennat au gouvernement, vous dit au PS, le rassemblement, ça se décide pas, ça se travaille. Sous-entendu, c'est pas au dernier moment qu'on nous dit rassemblons-nous je crois que c'était pas au dernier moment. Je pense surtout que les Verts sont traversés par 2 orientations politiques différentes. Je crois que c'est de notoriété publique et que trop souvent l'orientation qui est celle de s'affronter en fait avec le Parti socialiste, avec une vision comme si le combat aujourd'hui dans la société démocratique où nous sommes, c'est la gauche contre la gauche. Est-ce qu'on pense sérieusement, quand on prend un tout petit peu de hauteur, de penser que c'est la gauche contre la gauche? L'extrême droite, ça n'existe pas. La droite revancharde et autoritaire, ça n'existe pas. Vous êtes coincé entre des postures irresponsables des frondeurs et puis le sectarisme d'une partie de la gauche. C'est pareil. Il y a une même culture, il y a une culture d'une partie de la gauche radicale qui est, je pense, dans le déni de la réalité, devant les dangers aujourd'hui de la montée de l'extrême droite, devant le risque de la droite.
Bon, et parce que l'envie d'en découdre avec le Parti socialiste l'emporte sur toute autre considération. Et c'est là où je pense que... Alors les carottes sont cuites, on vous écoute, face à ce paysage que vous décrivez. Non mais heureusement, il y a des citoyens qui ne sont pas prisonniers des appareils. Quand ces propositions de division ont été faites, par exemple dans la circonscription du Doubs, où était candidat Frédéric Barbier, les électeurs ont choisi. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas pour ces candidats de la division. C'est pas parce qu'on nous promet la Grèce en France et je ne sais trop quelle radicalité hors de propos que on va choisir pour... Ils ont choisi Frédéric Barbier, très largement. Et c'est Frédéric Barbier qui a été élu. Mais maintenant, mécaniquement, parce que si on n'est pas tous des experts électoraux, mais mécaniquement, c'est vrai qu'il y aura du déchet automatiquement par l'esprit de division. Vous parliez de division aussi justement chez les écologistes. Donc certains s'opposent à vous, comme Cécile Duflot, l'ancienne ministre. D'autres souhaitent devenir ministre. Jean-Vincent Placé ou François de Rugy ne s'en cachent plus. On parle de remaniement après les départementales, possibilité d'ouverture avec les écologistes. Très sincèrement, moi je souhaite que la majorité s'élargisse. Je pense qu'il y ait chez les Verts, d'ailleurs dans toutes les formations de gauche, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'essentiel aujourd'hui. Et je pense que petit à petit, les questions qui touchent à l'essentiel vont amener à... Bon, là, on est un peu dans les turbulences, objectivement, à travers ce vote, mais je pense que, quelque part, l'esprit de clarification va se faire. J'ai confiance, parce que je pense qu'on ne peut pas rester sourd et aveugle à la réalité de la situation politique aujourd'hui. Je le répète, c'est quoi l'alternative au gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls aujourd'hui? C'est pas la gauche de la gauche. C'est ce qu'ils prétendent. C'est ce qu'ils pensent, oui. Non, mais... Eh bien, j'ai peur qu'il faut... Non, légitimement. C'est leur combat, c'est leur combat. Non, mais il suffit pas... Moi, j'aimerais bien être aussi une star de Hollywood, enfin, peut-être dans une autre vie, mais j'y ai renoncé. Vous savez, ils ont des ambitions, leurs ambitions ça s'appelle la maturité. Au bout d'un certain temps, il faut quand même pouvoir gérer... Non, la réalité de ce pays... Quand vous êtes un responsable politique, vous n'arrivez pas simplement en disant « moi j'ai mes idées, vous allez vous suivre ». Vous essayez de comprendre ce que disent les gens autour de vous, vos électeurs, vous les écoutez. Vous savez, moi je sais aujourd'hui qu'il y a des électeurs qui sont inquiets, qui ne sont pas contents vis-à-vis de l'action du gouvernement. Mais je sais où les pousse leur inquiétude, où se posent leurs questions. Et où se posent les tentations qu'ils peuvent être les leurs de changer d'un vote de gauche pour aller vers autre chose. Ils ne vont pas vers un vote de radicalité, de gauche. Ils vont vers un vote qui peut aller vers l'extrême droite, qui peut aller vers le désenchantement. Mais la crédibilité... Comment vous répondez alors à ces électeurs qui ne sont pas contents de l'action du gouvernement? Mais parce que pour éviter qu'ils aillent vers d'abord, j'aimerais que nous ayons une pédagogie plus forte, nous à gauche, et à commencer au Parti socialiste. Je pense que ces divisions que vous avez pu remarquer et commenter, ce que je ne nie pas, sont un frein profond à notre pédagogie d'une part et à notre crédibilité d'autre part. Soyons très clairs et très honnêtes là-dessus. Nous perdons beaucoup de notre force dans nos divisions. Déjà à l'intérieur du Parti socialiste et plus largement à gauche. Ensuite, le gouvernement a une responsabilité, effectivement, d'action. Et donc, nous devons obtenir plus de résultats sur la question de la croissance, sur la réorientation de la politique européenne, évidemment en matière d'emploi, évidemment à une approche des questions de justice sociale qui soit peut-être plus ciblée, plus forte. On a parlé de la question des quartiers. Sur tous ces sujets, le gouvernement travaille avec beaucoup de force, mais beaucoup d'humilité. Nous savons l'agenda qui est le nôtre, qui est tout à fait considérable. Alors sur le remaniement, on n'est pas vraiment dit... Mais est-ce que vous pensez quand même que des ministres écolos vont pouvoir être nommés, sachant... Je souhaite... Écoutez... Vous le souhaitez? Je souhaite que la gauche se rassemble, voilà. Et qu'elle se rassemble... Et que tous au gouvernement bien sûr, au gouvernement aussi, bien sûr. Si c'est possible, faisons-le. Mais est-ce que nous en prenons vraiment toujours le chemin Je ne sais pas, quand on voit Emmanuel... Quand on voit Emmanuel Cos, qui est le secrétaire national du groupe du Parti écologiste, dénoncer un déni de démocratie, on se dit... Mais c'est des réponses automatiques, ça, 49.3, Constitution, 5e République, tout ça. Moi, je ne dis pas d'ailleurs que c'est question de... Jean-Luc Mélenchon dit que la majorité de... C'est un constat de décès de la majorité de 2012. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon n'aspire qu'à une seule chose, c'est à faire des constats de décès de notre propre action politique. C'est son seul but dans la vie.
aujourd'hui. Hein, il a une obsession, c'est de voir l'effondrement de la gauche. Mais encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que je vous disais. Pour mettre qui? Jean-Luc Mélenchon? C'est une plaisanterie aujourd'hui. Bien. Donc, un peu triste. Bah lui, il se voit anti-Tsipras, ça marche. Tant mieux, mais non, mais il faut qu'il... Voilà, regardons-nous avec humilité les uns et les autres. Moi, je sais que le gouvernement a encore beaucoup de choses à convaincre pour rassembler une majorité de Français. Juste un mot. Mais je ne crois pas que ce soit dans les propositions et dans l'orientation donnée par M. Mélenchon et d'une façon générale par cette gauche radicale qu'on y arrivera. D'accord. Alors, juste un mot sur l'avenir de la loi Macron. Donc, elle va venir au Sénat. Elle va repartir à l'Assemblée nationale. Quid de la seconde lecture? Vous pourriez encore utiliser le 49.3, là? Tout à fait. Et combien de fois, comme ça, autant de fois qu'il y a de lecture sur ce texte, voilà. Donc vous êtes prêt à utiliser à nouveau? Non, mais je vous parlais là. Cette possibilité constitutionnelle. Absolument. Bien, vous y avez réfléchi. Je pense qu'il faut que les esprits un petit peu reviennent. Chacun mesure que finalement, il n'est peut-être pas nécessaire de requérir à ces démarches quand on peut se rassembler. Je pense qu'à chaque fois que la gauche pourra donner l'image du rassemblement, à chaque fois, elle gagnera en crédibilité et elle gagnera en force. Et si on veut que la gauche avance, il faut qu'elle gagne en force. Merci Catel. Merci. Perrine Tarnaud, Public arrive maintenant lors du débat sur la loi Macron. Un député PS avait ironisé sur les divisions socialistes. On vous donne l'impression d'assister à un congrès du PS, avait lancé Olivier Faure, en se tournant vers les bancs de la droite. Ça risque d'être encore pire au mois de juin prochain avec le congrès véritable à Poitiers. Samia Dechir. Au congrès de juin prochain, Jean-Christophe Cambadélis remettra son poste en jeu. Alors pour rallier des signataires, le premier secrétaire du Parti socialiste fait une démonstration de force. Il a annoncé avoir déjà reçu le soutien de 2/3 des parlementaires socialistes et de près de 80% des responsables fédéraux. Une attitude condamnée par les auteurs d'autres contributions. C'est une manière de faire qui date du siècle dernier, c'est-à-dire qu'on continue à faire les congrès comme on les a toujours fait, c'est-à-dire qu'on essaye d'influencer, d'impressionner en alignant des signatures. Moi, je serais plus impressionné si on alignait des idées et des propositions nouvelles. Donc je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder le sujet. Je pense que ça traduit plutôt un souci de garder le contrôle de l'appareil, ce qui ne me paraît pas être la meilleure façon de répondre aux attentes de nos électeurs. En tout, 27 contributions ont été déposées, dont celle de Martine Aubry, ou celle de Benoît Hamon, signée par beaucoup de frondeurs, dont Laurent Baumel. Lui aussi dénonce une tentative de Jean-Christophe Cambadélis de verrouiller le Congrès en laissant croire que tout est joué d'avance. Il y a une espèce d'appel aux autres en disant, vous savez comment ça fonctionne, il vaut mieux être dans le paquet central qui est plus protecteur, qui est plus dynamique qu'aux marges du parti. Donc ça c'est un argument. Et le deuxième argument, pour ceux qui seraient encore un peu hésitants ou récalcitrants, c'est l'appel à l'unité, on est en situation difficile. Une critique rejetée par les partisans de la ligne Cambadélis qui assument les appels au rassemblement. J'ai pas le sentiment du tout que Jean-Christophe soit dans cette attitude-là. En tout cas, moi personnellement, je la ressens pas du tout comme ça. Je crois qu'il est plutôt dans la logique de dire dans la période, aujourd'hui les événements qu'on a connus, on va pas se mentir, du 11 janvier, dans la période actuelle, les résultats qui se sont passés aujourd'hui dans le Doubs, où on a échappé à très peu, une victoire du FN. L'heure n'est plus au courant et tout simplement, l'important c'est l'unité. Pour l'aile gauche du parti, le Congrès reste l'une des meilleures occasions d'infléchir la politique gouvernementale. Personne ne s'aventure pour l'instant à dire si les frondeurs seront rejoints par Martine Aubry. La maire de Lille laisse planer le doute sur le camp auquel elle apportera son soutien. Voilà, encore une grande inconnue qui touche au Parti socialiste, Jean-Marie Le Guen. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions. Jean-Marie Le Guen, bonsoir. Alors ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, l'utilisation du 49.3, des frondeurs qui ne désarment pas malgré la pression, ça va forcément ressurgir sur le congrès de Poitiers au mois de juin? Je pense même qu'on pourrait inverser la proposition. Je crois que c'est le congrès qui joue un peu sur ce qui s'est passé cet après-midi. Le congrès qui joue. Mais est-ce que les fameuses postures. Je pense qu'on a bien vu qu'y compris... Bon, voilà, on sent bien. Parce que si vous voulez, ce texte, si vous me permettez, il a été travaillé par plus d'une centaine de députés socialistes, au fond, avec de sensibilités très différentes. Est-ce que par exemple, Martine Aubry, qu'on a évoqué, du texte de cet après-midi. Est-ce que Martine Aubry est à la manœuvre là, dans ce qui se passe aujourd'hui alors? Non, c'est pas une question de manœuvre. C'est pas une question de manœuvre. C'est qu'il y avait deux logiques. Il y a des gens qui étaient dans le texte et dans le travail à l'Assemblée nationale, quelle que soit leur sensibilité, ils se sont retrouvés à la fin sur un texte qui a été travaillé. Puis il y a des gens
qui sont plus extérieurs, j'allais dire, au travail parlementaire, et qui sont arrivés avec d'autres préoccupations, qui étaient des préoccupations qui tiennent évidemment plus au Congrès. Au Congrès, voilà. d'accord. Donc Martine Aubry, puisque Michel en parle, certains disent que ça va être la clé du Congrès de Poitiers. Vous la voyez jouer un rôle fondamental, majeur en tout cas, en fonction du camp qu'elle va décider de rejoindre, c'est-à-dire celui des frondeurs ou celui de Jean-Christophe Cambadélis. Je crois que Martine Aubry n'a aucune envie qu'on lui prête ce rôle. Ah oui, vous pensez qu'elle n'a pas envie de jouer de rôle? J'ai pas dit ça, je pense qu'elle ne se vit pas dans ce rôle. En tout cas, tant mieux, c'est bien. Quel espoir vous fondez sur elle Écoutez, on ne fonde aucun espoir en particulier sur Martine Aubry, non. Mais elle se pose plutôt en gardienne de l'orthodoxie socialiste, quand elle s'oppose au travail du dimanche, à la réforme territoriale, par exemple. C'est une orthodoxie qui est aujourd'hui... obsolète oui, je pense que dans le texte, d'ailleurs elle l'a reconnu un peu elle-même, je crois que les choses ne sont pas... Ce texte n'a jamais remis en cause la problématique du travail du dimanche. Il a ouvert pour quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers supplémentaires de possibilités d'emploi le dimanche, alors qu'il y a plus de 7 millions de Français qui aujourd'hui sont amenés à travailler le dimanche. Voilà, et il a amené par contre des garanties salariales et sociales supplémentaires à tous ceux qui aujourd'hui travaillent pour le dimanche. Il faudra le répéter, mais je le répéterai autant de fois quand on parlera du travail du dimanche, alors qu'il s'agit essentiellement d'ouverture commerciale dans certaines zones, dans certaines conditions sociales. Bon. Pour revenir au Congrès, est-ce que ça doit être un congrès de clarification politique alors pour le Parti socialiste? Moi je pense que ça doit être un congrès de rassemblement. Je pense que nous sommes à un moment où, effectivement, autour du président de la République et du Premier ministre, pas parce que c'est François Hollande et Manuel Valls, mais parce que la gauche est au gouvernement. Elle a une responsabilité particulière. Ce pays vit dans une situation interne, extérieure, dans un continent qui lui-même a des difficultés. Et nous devons nous situer à cette hauteur de responsabilité. Et ce que le Congrès doit dire, c'est nous ne sommes pas derrière le gouvernement pas simplement par loyauté et par fidélité, ce serait déjà pas mal, mais par responsabilité. Par ailleurs, il doit vivre sa vie, faire des propositions, être positif, mais pas être dans la distance, pas être sans arrêt dans la critique, dans la nostalgie, et avec des discours qui soient économiques. Donc c'est un congrès pour faire taire les frondeurs, alors, si on vous écoute bien. Non, c'est un discours de rassemblement des socialistes. Tout ne tourne pas autour des frondeurs. Quand même, un petit peu. À propos du travail, on avait prêté à l'attention Ce qui va compter, madame, c'est pas les frondeurs. Ce qui va compter, c'est que le texte de loi va rentrer en application et que ça va changer la vie pour les jeunes qui cherchent un permis de conduire. Non, mais c'est ça la réalité de la politique. Excusez-moi, la réalité de la politique. C'est ce qui va se passer dans la vie des gens. C'est pas le commentaire, un peu ça va, mais le commentaire permanent autour de la problématique des frondeurs, etc. Moi, si j'allais sur ce terrain-là... on comprend qui vous énerve. Mais non, c'est pas ça, c'est pas eux qui m'énervent. C'est nous. Non, c'est une certaine vision du débat politique qui est ramenée sans arrêt à la politique politicienne. Question de fond. On peut en faire. Question de faut fond. en faire. Revenons aux choses. Parlez-moi des problèmes auxquels sont confrontés justement, ce pays. question de fond, parce qu'on prêtait l'intention au ministre de l'économie de présenter un autre texte pour plus de flexibilité dans les entreprises en remaniant les 35 heures. Non, est-ce que ça, c'est un projet du gouvernement? Non, ça n'est pas à l'ordre du jour. Il y a une discussion qui va être ouverte jeudi prochain, après-demain, entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Manuel Valls reçoit les partenaires sociaux à Matignon pour remettre sur l'ouvrage un certain nombre de sujets majeurs. Par exemple, on pourrait en parler un peu plus longtemps que je ne vais le dire, mais la fusion RSA-PPE, c'est-à-dire la mise en activation des travailleurs pauvres pour leur donner les moyens de revenir vers l'emploi et d'avoir du revenu, mais aussi la question qui a été ouverte dans la négociation dite modernisation du dialogue social, avec différents sujets. Il y a un sujet représentation des salariés dans les petites entreprises, et il y a un sujet modernisation du dialogue social dans les grosses et moyennes entreprises. Mais la question, et c'est ces sujets-là, ils vont être à l'ordre du jour. Mais la question, c'est de savoir quand même si le gouvernement peut aller plus loin dans les réformes économiques. Et plus loin, vers où vous voulez? Vous avez un ordre du jour différent? Moi, j'ai un ordre. L'ordre du jour du gouvernement, il est chargé, là. Ce que je viens de vous dire. Réformer le RSA-PPE, réformer le dialogue qui n'a pas pu aboutir sur la modernisation du dialogue social, donner une représentation sociale qui soit intelligente, mesurée dans les PME. Voilà un certain nombre de sujets. Avancer vers la question de la formation
professionnelle, pour faire en sorte que cet apprentissage, cette formation professionnelle soit orientée vers les salariés. Voilà des sujets qui sont au cœur de ce que attendent les Français. Alors, sans parler du congrès du PS à Poitiers, mais comme vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement, est-ce que vous croyez-vous toujours à l'utilité du bicamérisme ? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le dire et de le redire. Il y a un temps parlementaire. Alors après, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le temps parlementaire est trop long pour faire adopter des lois dans un monde où on demande plus de réactivité ? C'est une vraie interrogation, mais question qui se pose aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Mais pour le reste, je pense que c'est tout à fait des institutions fortes. Quel est l'apport du Sénat pour vous ? Mais l'apport du Sénat, c'est un regard un peu différent, qui vient avec une distance que lui a donnée l'histoire, que lui donne pour partie son mode de scrutin, un temps plus important, une certaine distance par rapport à l'exécutif, qui peut être à la fois plus critique, mais aussi plus réceptif. Bref, une instance qui vit la politique à un autre rythme et de façon différente, qui a une inspiration souvent venue des territoires. Bien sûr. Est-ce que c'était à Claude Barthelone, qui est président d'une chambre, de finalement dézinguer une autre chambre ? Non, mais Claude Barthelone s'exprime, il a écrit un livre. C'est pas tout à fait exactement ce qu'il a demandé. C'est comme ça que ça a été vécu par son homologue du Sénat, apparemment. Bien entendu, mais peut-être, mais ce qu'il a demandé précisément, pour que chacun comprenne, c'est une modification de la nature du Sénat qui serait un peu ramenée avec le Conseil économique, social et environnemental. Du Sénat en tant que chambre législative. Mais donc une modification, voilà, ça fait partie du débat. Il y a un débat politique sur les institutions. Est-ce que c'est au président d'une chambre de critiquer l'autre chambre, au risque d'alimenter l'ordre libre. Moi, je ne vais pas interdire, surtout à un membre du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, qui va interdire à un parlementaire et au président d'une assemblée de dire ce qu'il a à dire. Après, est-ce que le président du Sénat a le droit de réagir vis-à-vis pour montrer son désaccord et faire d'autres propositions? Oui, bien sûr. Vous êtes chargé de les réconcilier ? Bon, moi, je souhaite que je suis pour la paix de toutes les familles. Dominique Strauss-Kahn, peut-être une question pour finir, puisqu'une relaxe pure et simple a été requise cet après-midi par le procureur. Est-ce que ça rend son retour en politique toujours impossible ? Non, mais je crois qu'indépendamment de cette question judiciaire, encore que ça pourrait avoir évidemment des conséquences dans un sens ou dans un autre, mais je pense que la question du retour en politique de Dominique Strauss-Kahn n'est absolument pas posée, d'abord et à commencer par lui-même. Mais la relaxe pure et simple, c'est un fait judiciaire. Une bonne nouvelle qui lui arrive, il n'en a pas eu beaucoup. On peut dire ça comme ça, oui. Et une question quand même sur les régionales, puisqu'on a beaucoup parlé des divisions à gauche, et on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron. Certains ont dit, tiens, ça pourrait être peut-être un candidat de conciliation pour l'Île-de-France, où deux personnages s'affrontent. Vous lui poserez la question, mais je ne crois pas que ça soit dans ces... Votre choix entre Marie-Pierre de la Gontrie donc et non, que vous écoutez, moi je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire, je le redirai, c'est que Marie-Pierre est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, elle a été ma suppléante, j'ai souhaité qu'elle s'engage plus en politique, justement d'ailleurs au plan régional. Bon, il y a déjà quelques années, voilà, maintenant Jean-Paul Huchon est aussi un président et un ami que j'estime, bon, voilà. Il faut après les élections départementales, il faudra qu'on trouve une solution qui soit la plus économe de débats qui ne sont pas forcément utiles. Alors, vous proche du pôle des réformateurs, dans le cadre du congrès qu'on évoquait, de Gérard Collomb. Il y a des négociations qui se sont ouvertes sur le sauvetage des retraites complémentaires. Et certains disent qu'il n'y a pas d'autre issue que de relever l'âge de départ à la retraite. Est-ce que c'est une voie que vous soutenez ? Écoutez, c'est une voie d'abord qui appartient, là on est vraiment au cœur du dialogue social, puisque ce régime est géré essentiellement et totalement par les partenaires sociaux. Bon. Donc je pense que la première des choses à dire, c'est que nous avons un système qui est tout à fait stratégique, celui des retraites complémentaires. Il faut qu'il soit sauvegardé, c'est la première des choses, et donc il faut prendre les choses avec réalité, c'est-à-dire avec la réalité des chiffres. Il n'y a pas d'échappatoire. Après, vous avez un débat qui a lieu entre certaines organisations syndicales qui préféreraient une augmentation des cotisations, et puis d'autres qui pourraient penser, ou le patronat, qui pourrait penser que trouver différents systèmes pour avoir, j'ai lu différentes propositions. Mais moi, je suis membre du gouvernement. J'attends d'abord que les partenaires sociaux négocient et discutent. Il y a un moment, ils sont totalement gestionnaires de la structure. Très bien. Merci à vous, merci Perrine. Mais par contre, excusez-moi, juste un point. Oui, ils ont raison, les uns et les autres, de s'affronter à la réalité des chiffres. Très bien, merci. La semaine prochaine, Bruno Le Maire sera notre invité et Perrine, nous serons au Salon de l'Agriculture.